Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une femme qui allie force physique et courage émotionnel. Leia Schneier n'est pas seulement une amie proche, mais aussi une mentor dont la vie a été façonnée par la survie de sa mère à Auschwitz, un héritage qu'elle partage désormais ouvertement, alors que le traumatisme de la seconde génération prend une nouvelle importance après le 7 octobre. Entretien en tête-à-tête avec Ashley sur JNS. Commençons. Léa, merci de m'avoir rejointe. Merci de m'avoir invitée. Je t'ai enfin amenée jusqu'à Jérusalem. Oui, tu sais, Jérusalem était ma préférée. Et c'est drôle parce qu'on est voisines. Alors, au lieu de se voir dans notre quartier, C'est agréable d'être à Jérusalem plutôt qu'à Herzliya, non? oui, Quelque chose de différent. commençons, car la majorité de nos spectateurs viennent des États-Unis, du Canada, de l'Australie et de l'étranger. Ils ne connaissent peut-être pas forcément votre parcours. Dites-nous très brièvement, où êtes-vous né? Comment parlez-vous aussi bien anglais? De qui êtes-vous la fille? Waouh, tant de questions. Un peu plus brièvement? Commençons. Tout d'abord, tu sais, pour où est mon anglais, je suis canadienne. Donc, je suis très fière d'être canadienne, mais après, je suis israélienne. Donc, si je dois faire un petit résumé, tu sais, quelques phrases sur qui je suis. Donc, en fait, je suis Léa, tu sais, je suis née contre toute attente. Je suis née comme un miracle d'une mère qui, en fait, fait partie des jumelles Mengele. Elle avait 5 ans quand elle a quitté sa maison, tu sais, en Tchécoslovaquie, à Finkosis, avec sa sœur jumelle et sa mère. Et vers Auschwitz, bloc numéro 10 qui est fermé jusqu'à aujourd'hui. Et chaque matin, tu sais, le docteur Mengele les prenait et faisait des expériences sur elles. Et pourquoi j'ai dit que je suis née contre toute attente, c'est parce que je pense que si elle avait eu 15 ou 16 ans, elle n'aurait probablement pas pu accoucher. Donc, en fait, je suis la poupée qu'elle n'a jamais eue. Et elle m'a donné la vie. Mais j'ai une mission, le devoir de garder ma mère en vie. Et c'est mon héroïne. Et en fait, je suis assise ici devant vous, non pas comme Leia Schneier, mais comme la fille d'Olga, ma mère courageuse qui a survécu. Et elle m'a vraiment appris ce que c'est réellement d'être forte et comment la douleur et la souffrance peuvent en fait être quelque chose qui te donne tous les outils pour la vie à partir de cette douleur. Et elle ne parlait jamais et ne m'a jamais, jamais, jamais parlé quand j'étais enfant, comme quand j'étais toute petite. Mais j'ai vu ce qu'elle traversait. Mais ce dont je me souviens, c'est que même lorsqu'elle avait des difficultés, elle restait enfermée de longues heures dans une pièce. J'ai demandé pourquoi maman ne sortait pas de la chambre. J'ai ressenti quelque chose et me suis dit, pourquoi? Parce que je ne suis pas gentille, donc je dois sourire plus. Mais je le sentais au fond de moi parce que les enfants ressentent les choses. Mais la seule image dont je me souviens encore aujourd'hui, c'est que quand elle sortait de la chambre, elle portait toujours un rouge à lèvres rouge. Ses cheveux étaient toujours bien coiffés. Elle portait toujours des vêtements colorés. Et elle regardait et elle disait, je suis forte. Tu sais, il faut faire semblant jusqu'à ce que tu y arrives et personne ne me plaindra. Et cette image qu'elle dessinait avec un rouge à lèvres rouge, ses lèvres. Elle a en fait maquillé ses lèvres avec de l'optimisme et simplement avec la vie. C'est ce que j'ai tant appris d'elle. Et je pense que ce que je suis aujourd'hui, c'est uniquement grâce à elle. essayons de décomposer cela pour le public qui nous écoute. Essayons de relier les points de l'histoire. Donc, à la fin de la guerre, quand elle a survécu, je connais son histoire. C'est pour ça que je peux t'aider à faire ressortir ces aspects intéressants de l'histoire. Elle a en fait été emmenée au Royaume-Uni. Quel âge avait-elle? Elle avait 7 ans. Après la guerre, elle est revenue en Tchécoslovaquie. Elle a survécu. Son père a été tué tout de suite. Ils ont emmené sa mère avec les jumeaux, puis ils sont restés à côté du train. C'est très, très marquant. Et tu sais, le soldat a dit Nichts willing links. Et ma grand-mère a dû se demander si elle devait dire la vérité ou non. Et puis elle a dit je vais suivre ma vérité. Et elle a dit Zwillingen. Ensuite, ils l'ont frappée car elles ne sont pas jumelles identiques.
Mais en fait, ils les ont prises. Et tout de suite, quand ils sont arrivés à Birkenau, c'était le premier arrêt, tu sais, et ils ont mis leurs mains et ils ont reçu des numéros. Et à partir de ce moment-là, elles n'étaient plus vraiment humaines. Elles étaient des numéros. Et ensuite, ils les ont prises et ils ont fait des expériences parce qu'ils voulaient dupliquer, tu sais, Larry, tu sais. Et puis après la guerre, ils ont réalisé que leur père avait été tué tout de suite, mais que leur mère avait été gardée en vie parce qu'ils voulaient, Faire des expériences sur elle aussi. bien sûr, pour voir s'ils étaient des jumeaux ou non. Et ils sont retournés en Tchécoslovaquie. Ma grand-mère s'est remariée. Et puis est venu le rabbin Scheinfeld. Et il a pris, en fait. C'était un transfert d'enfant, mais ma grand-mère a dit: «D'accord, je suis là, mais je n'ai rien à donner à ces filles. Prenez ces jumelles, ces filles, et peut-être offrez-leur une vie meilleure, qu'elles puissent avoir une éducation». Et ils les ont emmenées, en fait, en Irlande. Et l'Irlande était la première étape. Et la première personne qui leur a donné un câlin était Bougie Herzog, le grand-père de notre président, dont il porte le nom. Et ma mère disait toujours que c'était le premier câlin qu'elle avait reçu. Lui, avec sa barbe blanche, ressemblait à un ange. Depuis l'Irlande, ils ont emmené les enfants à Londres, à Golders Green, et ils les ont en fait séparés dans des familles. Et ma mère, Dieu merci, avec sa sœur jumelle toujours à ses côtés, elles ont été placées dans la famille du rabbin Posen. Et elles vivaient dans le grenier et faisaient en fait partie de la famille. Et elles sont allées au lycée Victor à Golders Green, une éducation très orthodoxe. Elles n'avaient aucun lien avec leur mère en Israël. C'est donc incroyable. Et je pense que c'est un aspect énorme de la Shoah dont on ne parle pas assez. On parle des camps et on parle des chambres à gaz. Mais on ne parle pas des conséquences, de tout le traumatisme qui était resté, que ta grand-mère, après avoir été séparée de ses filles dans les camps et sans savoir ce qui leur arrivait chaque jour, enfin être libérée des camps, enfin pouvoir retourner chez elle pour reconstruire sa vie, mais devoir prendre la décision impossible de laisser partir ses deux filles. Avant, on ne pouvait pas simplement prendre un vol d'une heure pour leur rendre visite. Non. Krishna, elle ne les a pas vus depuis des années. Pendant des années, et je te dis, tu sais, elle a donné naissance à d'autres filles. Ma mère et Vera n'avaient aucun lien. Peut-être que tu connais le nouveau mari. Il voulait fonder une nouvelle famille avec ma grand-mère. Et tu sais, mais à partir du moment où elle s'est à nouveau séparée, je pense que le problème avec ma mère, c'était cette deuxième séparation. Oui. A-t-elle évoqué le sentiment d'abandon par sa mère? Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les enfants veulent être avec leur mère, vous savez, malgré tout, juste pour être là. Et encore, après Auschwitz, après tout ce qu'ils auraient traversé, être à nouveau séparés et loin de maman. Pourquoi, maman? Je sais que tu as une nouvelle famille, mais pourquoi? Et ils n'ont aucun lien. Et ma mère a dit, tu sais combien de fois, Leia, j'ai voulu m'enfuir. Et ils ont même, tu sais, fabriqué des cordes. Ils l'ont découvert. Ils disaient, mais ils vont s'échapper. Où? Pas d'internet, pas de téléphone, pas de WhatsApp, pas de courrier. Où? Jusqu'à environ 3 ou 4 ans plus tard, ma mère est venue. Elle a eu cette idée. Elle a dit à Vera, allons à la bibliothèque de Oxford Street et cherchons un dictionnaire. Et elles ont trouvé un dictionnaire yiddish-anglais. Parce qu'Ashley, n'oublie pas que ma mère parlait anglais. Soudain, c'est devenu sa langue maternelle. Et ma grand-mère, elle parle yiddish. Et vérifie comment? Elle ne peut même pas parler à sa mère. Alors, ils ont trouvé un dictionnaire et ils ont écrit une lettre. Waouh! Et la lettre est arrivée. Et ce n'est que lorsque ma mère et Vera ont eu presque 16 ans qu'elles sont revenues. Et elles sont revenues à Haïfa. Donc leur mère est restée en Slovaquie. Elles sont venues en Israël. Non, non. Ma grand-mère est revenue en Israël avec un nouveau mari, une nouvelle famille. D'accord. Ils les ont ramenés en Israël. Ils lui ont écrit en Israël. Ils ont écrit en Israël. Ils ont trouvé le lien grâce à la souknout. Et ils sont venus et ma grand-mère a reçu la lettre et finalement, à presque 16 ans, ils sont revenus en Israël. Ils sont venus à Vadinisnas en Israël, à Haïfa, et ils ne pouvaient pas parler à leur mère.
Et ma mère dit, tu sais qui nous a aidés? Les Arabes chrétiens qui vivent à Vadiniznas ont traduit à ma grand-mère ce que leur fille voulait. Waouh! Elle ne pouvait pas parler. Quelle histoire! Et c'est ce que je dis toujours. Tu sais, maintenant, après que ma mère ait remercié ma grand-mère, peut-être que parce qu'elle a été envoyée en Angleterre, elle a reçu une éducation. Elle a appris l'anglais. Elle a vu le monde. Tu sais, si elle n'était pas venue en Israël, pas d'argent. En gros, ils étaient très pauvres. Ils n'avaient rien. Elle arrive en Israël et rencontre un jeune homme sympathique. Elle est venue en Israël et c'était Yom Kippour. Et elle était tellement mince, tellement fragile. Elle s'est évanouie. Et puis à la synagogue, de l'eau, de l'eau. Et puis est arrivé l'ange Raphaël avec un verre d'eau. Il était en uniforme et a donné de l'eau. Mon père a perdu toute sa famille à Auschwitz. Il a survécu parce qu'il était fort. Et il travaillait, tu sais, avec le train. Tu sais, il construisait tous les rails et tout ça, tu sais, et il travaillait. Et puis il est venu en Israël avec Altalena. Et ils ont nagé jusqu'au rivage à Vitkin. Nous devrions préciser aux téléspectateurs qui ne le sauraient pas qu'Altalena était un navire clandestin qui amenait des armes et des immigrants en Israël. Et c'est David Ben Gourion qui a donné l'ordre de couler le navire parce qu'il voulait unifier les forces. Absolument. C'était la première fois, je pense, dans l'histoire que des Juifs, vous savez, Ont délibérément tiré sur d'autres juifs. c'est un moment vraiment capital. Absolument, absolument. Donc votre père vivait sur ce bateau. Et mon père était sur ce bateau et il a nagé jusqu'à la rive en sous-vêtements. Et puis ils ont couru vers lui. Et les premiers vêtements qu'ils lui ont donnés étaient l'uniforme de l'armée. Et à partir de ce moment-là, ils l'ont emmené à Pikutzafon, dans le nord d'Israël. Et puis Ezra Weizmann, notre président, l'a amené à l'armée de l'air. Jusqu'à son dernier jour, mon père était dans l'armée de l'air en tant qu'officier. Et en fait, quand ma mère ne pouvait plus fonctionner, et c'était très, très fréquent, parce qu'à cette époque, ils ne comprenaient pas ce qu'était un traumatisme, ce qu'était le post-traumatisme. D'accord. Alors expliquez-nous, pourquoi votre mère était-elle dans la pièce? Ma mère était dans la pièce parce que lorsqu'elle est tombée enceinte et qu'elle est allée à l'hôpital Rambab à Haïfa pour accoucher, et les pensées, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais donner naissance à un enfant en bonne santé? Tout ira bien pour elle. Elle aura tout parfaitement, les mains, les yeux. Nous ne savons pas ce que le docteur Mengele a mis dans son corps, ce qu'il a injecté, ce qu'il lui a injecté dans le corps. Et puis, grâce à Dieu, elle a accouché d'une fille. 4 kilos, 200 grammes. Beau poids. Beau poids, bébé souriant. Elle a dit que la première chose que j'ai faite en venant au monde, c'était un grand sourire, parce que je savais que je devais lui sourire pour la remercier de m'avoir amenée au monde. Et on a tout de suite posé le bébé sur la poitrine de la mère. Elle m'a tant serré dans ses bras. Et quand les infirmières sont venues me prendre pour me laver, me préparer, me nourrir, ou me peser ou me nourrir, elle a commencé à crier « Ne me l'enlevez pas! Ne prenez pas mon bébé !» Parce qu'elle se souvenait quand elle était dans le bloc 11 et qu'elle était allongée sur le 3e banc. Elle a entendu quelqu'un crier et c'était une enfant très curieuse. Et elle s'est approchée et elle a regardé, mais elle n'a pas compris parce qu'elle s'est fait tirer dessus tout de suite par les SS « Descends ». Mais elle a vu, après avoir compris, qu'une femme avait accouché. Et tout de suite, le bébé a été jeté dans le bois. Quand ils m'ont arraché de sa poitrine, tout est revenu. Elle a dit « Ne l'emmenez pas ». Ils ont eu peur car ils savaient qu'elle avait survécu à l'Holocauste. Et ils ont dit « Peut-être qu'on ne devrait pas lui rendre le bébé. Peut-être qu'elle va lui faire quelque chose. » Et ils ne m'ont pas ramené vers elle. Ensuite, ils ignoraient comment gérer la situation. Ils ignoraient comment gérer ces personnes traumatisées.
C'est exactement ça. Ils les traitaient de fous. Même l'hôpital, comme Blumenthal ou Géa ou Barbanel, c'était comme un asile de fous. Ce n'était pas comme maintenant, on peut mieux comprendre. Et ce qu'ils te donnaient, tu donnais des pilules. Ce que tu donnais, tu faisais des injections pour calmer parce que tu n'en parlais pas. Tu n'avais pas ces outils à l'époque. Elle a souvent été hospitalisée. Je me souviens lui avoir rendu visite. Je me souviens de sa main qui disait Au revoir, maman, je viendrai te revoir. Et ces endroits, je ne les oublierai jamais, avec les murs blancs, l'odeur, les lits, les bruits qu'ils faisaient. Elle a voulu s'échapper plusieurs fois. En entrant dans la chambre, elle se refermait car elle dormait beaucoup à cause de ce qu'il lui donnait pour dormir seule. Mais où étais-je pendant ces jours-là? Avec mon père, parce que mon père était dans l'armée de l'air. Donc, en fait, j'étais la Léal Ramadavido des garçons de l'armée de l'air. Je courais partout. Tout le monde me connaît. Tous les grands officiers de l'armée de l'air. Ils savent, ah, tu es la fille de Salomon. Oui, oui, j'étais comme chez moi là-bas, parce qu'il me gardait près de lui quand ma mère ne pouvait pas s'occuper de moi. De quelles années parlons-nous? Je suis née en 58. Tu sais, fais le calcul pour savoir quel âge j'ai maintenant. Et donc Lidrine, Donc, ma mère s'est mariée, tu sais, elle avait 20 ans, maintenant elle a 87 ans, Baruch Hachem. Donc, on parle et tu sais, c'est la guerre des 6 jours. la guerre des 6 jours d'avant, Même avant, même avant. même avant, Oui. même avant. Je veux dire, tu as réussi à amener dans le grand public israélien une discussion que personne ne semblait avoir ici en Israël depuis de nombreuses années sur le post-traumatisme de tous ces survivants de la Shoah. On parle bien de traumatisme générationnel, n'est-ce pas? Donc voilà. C'est comme un traumatisme parce que, tu sais, ce que je vois autour de moi me rend tellement confuse. Ils voient ces survivants de la Shoah, miskénim, tu sais, des pauvres gens. Tu sais, on doit écrire. Les nourrir, tu sais. Je dois les nourrir et leur acheter quelque chose car ils ont froid. Oui, les nourrir, c'est un autre problème. Mais le problème, c'est surtout de leur fournir quelqu'un à qui parler. Tu ne comprends pas que ce dont ils ont besoin, c'est d'attention. On parle maintenant. Combien de survivants restait-il encore? Des centaines. Ils ont surtout besoin de nourriture pour leur âme, pas vraiment pour le reste. Et après le 7 octobre, on voit maintenant, tu sais, on a Natal, on a tellement d'autres installations, ils comprennent mieux. Mais à cette époque, ce qu'ils ont vu, c'est que la Sainte-Côte a survécu. Miss Kenna, tu sais, c'est une survivante de la Sainte Première. Non, ce sont des héros. Ce ne sont pas des pauvres, mais des héros. Est-ce que ta mère a finalement accepté de voir un thérapeute pour parler? Oui. Bien sûr, à cette époque, dès l'hôpital, mon Dieu, tu sais, Dieu merci, elle avait la docteure Ster qui était aussi une survivante, donc elle pouvait leur parler. Mais quand même, ce n'était pas au quotidien, ni même chaque semaine. Elle l'a eu quand elle était à l'hôpital. Mais quand elle est rentrée à la maison, ils lui ont donné du Valium. Je me souviens de ce mot Valium et elle devait dormir, 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 dormir. Je ne parle pas de, vous savez, elle ne comprenait pas. Et puis 5 ans après mon frère, vous savez, après ma naissance, mon frère est né. Et puis j'ai dû prendre le relais pour l'aider aussi à les élever. Mais il n'y avait personne. Il ne comprenait pas qu'il devait, parce que je ne pense pas qu'il ne voulait pas. Je pense qu'il ne savait pas comment gérer tout ça. Il n'avait pas les outils pour s'occuper d'une survivante de la Shoah. Et chaque famille, tu entends, il ne parle pas, il n'en parle pas. Je le sentais. Alors, combien de ce traumatisme, je veux dire, évidemment, a été transmis à la deuxième génération? Waouh. Combien de personnes cela a-t-il touché selon vous? La deuxième génération de survivants de l'Holocauste, ce sont vraiment eux qui sont arrivés après. Et je veux dire, nous avons plusieurs générations différentes qui ont vraiment établi notre État. Nous avons, vous savez, les premiers Éliotes qui sont venus, qui ont labouré les champs et vous savez, qui ont éradiqué la malaria. Mais nous avons aussi la deuxième génération de survivants de la Shoah et les jeunes Olim qui sont venus du monde arabe. Et ce sont eux qui ont vraiment établi, vous savez, l'infrastructure du pays, les systèmes politiques et tout ça. Alors, aviez-vous l'impression d'avoir beaucoup d'amis qui traversèrent la même chose que vous? Est-ce que c'est quelque chose dont la deuxième génération parlait? En fait, c'est un point vraiment, vraiment, vraiment important parce que, vous savez, Ashley, je pense qu'à l'école, j'étais la seule.
Et je devais dire, en tant que jeune fille, tu ne peux pas venir chez moi parce que... Et je devais inventer tellement d'excuses quand j'étais jeune. Vous savez, parfois je ne pouvais pas partir en voyage avec l'école et je n'avais pas à le faire, mais plus tard, ça dépendait de la situation de maman. Je devais ressentir si elle pouvait recevoir des invités ou pas, ou si je pouvais inviter une amie à dormir ou pas, mais je vivais selon l'humeur de ma mère. Et tu sais quoi? Et je la comprenais. Quand elle disait tu ne peux pas, je comprenais. Je ne sais pas. Je n'avais pas les outils, mais tu nais dans cette situation. Et j'ai dit maintenant. Les enfants aussi maintenant, après le 7 octobre, même avant, pendant l'intifada et tout ça, les enfants ressentent. Les enfants ressentent. Il y avait un traumatisme. D'accord, ils voient des ballons et des ballons. C'est comme joyeux anniversaire, joyeux. Et aussi, c'était des bombes, tu sais, mais les gens, les enfants, ils sont tellement fragiles, ils comprennent. Et je comprenais. C'est pareil, mes enfants comprennent, mais j'ai toujours mis ça de côté. Elle est venue et je regardais ma mère tout le temps. Waouh, quelle femme! Quelle femme! Quelle force! Je veux être forte comme ma mère. Je veux pouvoir élever mes enfants. Et quand j'ai vu, après le 7 octobre, comment ma mère donne de la force à ces mères dont les enfants sont otages du Hamas, vous ne pouvez pas imaginer. Quand Doron Katzacher était avec les petites filles chez le Hamas et son mari à ce moment-là est venu et a aidé. Ma mère parlait, elle a dit, tant qu'elles sont ensemble, comme je l'étais avec ma sœur jumelle, elles survivront, ça ira. Parce qu'en fait, elle a vécu un autre holocauste après le 7. Quelle conversation avez-vous eue avec votre mère après le 7 octobre? De quoi s'agissait-il? C'est pour comprendre. Elle a dit Lélé, Lalé, je sais, je ressens, je sais ce que c'est d'être sous terre. Je sais. Je sens l'odeur d'être sous terre. Je sais exactement ce qu'ils traversent. C'était un par un. Je sais que quand elle a entendu les histoires, elle a dit Gavald, le monde ne parlait pas à l'époque. Le monde ne parle pas maintenant. N'oublie pas la survivante de l'Holocauste. Israël et notre terre, nous les devons à eux. Et maintenant, elle a dit pourquoi dois-je vivre un autre Holocauste? Mais je suis forte. Je peux enseigner. Je vais leur donner la force de traverser tout ça et ils survivront. Et quand elle a entendu non, maintenant ils en prennent 10. Maintenant ils en prennent 5. Maintenant, prends. Elle a dit quoi? Sélection? On doit encore passer par la sélection? C'était comme si retour en arrière, il y a tant d'années et maintenant, en 2023-2024, la sélection tout ou rien. Et moi, encore en service, comme je l'ai déjà dit, je suis née dans le devoir. Comme tout le monde, tu es venu dans ce monde pour accomplir un devoir, pour partager ce que tu as à dire au monde. Moi aussi, tout le monde vient dans ce monde avec un devoir. Je devais la maintenir en vie et faire entendre une voix. En tant que deuxième génération de la Shoah, c'est notre devoir de transmettre les histoires de la Shoah de génération en génération. Nous avons vu que l'ISCOR Velo-Liscoach n'a pas très bien fonctionné parce que cela s'est reproduit, et je ne compare pas. Il n'y a rien à comparer. Mais oui, c'est notre devoir, et c'est ce que je fais. J'essaye de sensibiliser et de parler de la Shoah parce que je fais partie de la deuxième génération, donc il n'y a plus de survivants. Et nous devons transmettre cela de génération en génération à votre génération parce que nous voyons aussi ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Est-ce que tu as l'impression, moi aussi je ressens ça parfois, que la troisième génération en Israël a oublié ce qui s'est passé? Tu sais quoi, Ashley? N'oublie pas, je vois mes enfants. Je vois mes enfants, je vois les petits-enfants et arrière-petits-enfants de ma maman. Ils veulent en entendre plus, ils veulent en entendre plus. Et pas seulement des juifs, j'en vois de partout. Si ce sont, vous savez, des enfants, je demande, pouvez-vous nous parler? Pouvez-vous parler? J'étais à Berlin, j'étais aux États-Unis, je suis allée partout en Europe. Les gens, qu'ils soient musulmans, catholiques ou chrétiens, ils veulent en savoir plus sur la Shoah. Et je pense qu'ils doivent transmettre les histoires de la Shoah sans peur, mais comme une force.
Et lorsque vous vous engagez dans les histoires de la Shoah, in avec force, ce sont des héros. Ils ont survécu, pas comme de pauvres miskanim, skini miskanim. Alors ils veulent savoir comment les gens traversent tout cela et restent si forts, et combien c'est la victoire de ma mère. Elle a donné naissance à des enfants, elle a des arrière-petits-enfants. Regarde, et elle l'est. C'est ça le pouvoir des femmes, non? Pendant de très nombreuses années, j'étais cet enfant. Donc ma famille, vous savez, mon père est considéré comme un survivant de la Shoah, même s'il n'était pas dans les camps. Il est né en 1943 et mes grands-parents du côté de ma mère étaient des survivants. Ils ont été emmenés pour travailler pour la Gestapo et j'ai été élevée en tant que troisième génération. Et en tant que troisième génération, je n'aimais jamais regarder des films sur l'Holocauste parce qu'ils me faisaient peur, car je pouvais m'imaginer dans cette situation. J'ai toujours un peu voulu aller en Pologne, mais j'avais peur d'y aller. Je ne savais pas comment je réagirais, comment cela m'affecterait. J'ai eu la chance d'être invitée. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, en Israël, beaucoup d'enfants y vont à l'âge de 17 ou 18 ans. Je suis venue en Israël après cet âge-là, donc je n'ai jamais vraiment eu l'occasion d'y aller avec une visite guidée. Et j'ai eu la chance d'avoir cette opportunité après le 7 octobre, alors que ma cousine Agam était encore en captivité, d'y aller avec des musulmans du monde entier. Oh oui. Et pour moi, c'était le moment où je me suis dit, c'est une opportunité tellement unique, je dois y aller maintenant. Comme après le 7 octobre, alors que je continue à défendre ma cousine, je dois y aller. Et quand j'y suis allée, je ne comprenais pas ce que je ressentais sur place. Ce n'est qu'en revenant et en commençant à réfléchir, tu vois, c'est tellement bouleversant. Mais toi, tu as eu le privilège de pouvoir y aller avec ta mère. Oui, c'est vrai. Alors raconte-nous ça. C'était quand? C'était comme waouh, tu sais, tu le dis, j'en ai des frissons. C'était en 75, la libération d'Auschwitz. Et en fait, on a été invités. Rod Loder, tu sais, il a créé un groupe de survivants. Et j'ai dit, maman, on y va. Elle a dit, non, on n'y va pas. Maman, s'il te plaît. Et elle avait plus de 80 ans à l'époque. Oui. Et j'ai dit, maman, s'il te plaît, il faut qu'on le fasse ensemble. Je ne t'ai jamais demandé de m'accompagner en voyage. Et Ashley, ma mère, ne m'a jamais accompagnée à aucun voyage, ni à l'école, ni à la maternelle, ni après. J'ai emmené ma mère et elle a dit, tu sais quoi, faisons-le. Mais tu y étais déjà allée avant? Non, C'était ta première fois. ma première fois. D'accord. Et nous sommes venus. Je me souviens qu'elle est sortie de la maison. Elle a mis du rouge à lèvres rouge. Elle m'a tendu la main et a dit, on le fait. Nous nous sommes assises dans l'avion comme des petites filles. J'aurais aimé prendre des photos. Et moi aussi, j'ai mis du rouge à lèvres rouge comme elle. Et nous sommes partis. Et je veux te dire, ma mère est descendue. Elle se souvenait de chaque détail du chemin à Auschwitz. Elle a vu Arbat Mafrei. Elle y est entrée. Les gens étaient choqués. Elle avait 5 ans. Elle s'en souvenait. Elle nous a amenés ici maintenant. Elle a dit, ici, c'est le bloc numéro 9. Ici, tous les officiers disaient, ici, bloc numéro 10. Il est fermé jusqu'à aujourd'hui. Numéro 10, fermé jusqu'à aujourd'hui. Il ne l'ouvre pas pour découvrir l'expérience ou l'usage. Et puis elle est arrivée au bloc numéro 11 et elle a montré à tout le monde où elle dormait et où elle a vu cette femme accoucher. Et elle avait le drapeau d'Israël avec elle. Elle n'a pas laissé le drapeau comme ça. Elle est retournée en arrière. Nous nous sommes serrés dans les bras. Elle est venue avec un drapeau. Albert m'effraie. Et elle l'a dit. Elle a dit, maintenant, je suis libre. Maintenant, je suis libre. Maintenant, j'ai mis Mengele en prison. Et maintenant, je suis libre. Elle devait revenir là-bas pour se sentir libre. Alors, elle n'a pas pleuré quand elle était là-bas? Elle était très fière, vraiment. Je ne sais pas, cette femme. J'entendais les gens dire « Regarde-toi, écoute ta voix ». Et moi, je répondais « Ne fais pas attention à moi ». Elle était debout là. Et le Polonais, ils l'ont aidée à marcher parce que, tu sais, à Auschwitz, tu as ce bébé. Tu sais, j'avais peur qu'elle tombe. Et elle, il voulait la mettre dans un fauteuil roulant. Elle a dit
Moi, aller en fauteuil roulant à Auschwitz? Jamais. Non, 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 je vais rester debout. Vous pouvez m'aider. Et ils l'ont emmené. Vous savez quoi? Il est polonais. 2 soldats emmènent ma mère avec le rouge à lèvres. Cette photo est engagée à travers les blocs numéro 9, 10 et 11. C'est une image qu'on ne peut exprimer avec des mots. Victoire, Victoire, et ça c'est la victoire. Et elle est revenue. Et 1 an après, nous traversons cela. Et elle a dit, mais la vie est forte. La vie est forte et nous sommes fortes. Et parfois, nous devons traverser des moments si difficiles. Et on ne peut pas comparer la douleur. Et on ne peut rien comparer. Nous sommes comme, vous savez, on dit comme des animaux. Vous savez, la vie, aussi douloureuse, difficile et misérable soit-elle parfois. Nous voulons partir. wow! Léa, ton message est très fort. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas abordé aujourd'hui et que tu aimerais que tout le monde sache? La chose principale que je veux demander, s'il vous plaît, à chaque occasion que vous avez partout dans le monde, parlez de la Shoah. Parlez-en. C'est vraiment la gentillesse, les petites choses que vous devez offrir au monde et de génération en génération. Nous regardons autour de nous. La situation dans le monde n'est pas très bonne partout. Alors, s'il vous plaît, partout dans le monde, parlez-en. Pas seulement à Yom HaShoah, pas seulement lors de la journée internationale de la Shoah que vous avez en janvier. Parlez-en, mais parlez-en avec une attitude. Nous sommes ici grâce à eux, avec ce regard, avec cette force, avec cela, comme je le fais. Je suis ici grâce à eux et j'ai tellement de chance. En parler, c'est vraiment ce que je veux offrir au monde. Aujourd'hui, nous avons TikTok et Instagram. Donc, ce sont les jeunes, vous savez, les nouvelles générations. Tu as vu ça? Tu as vu ces pages de survivants de l'Holocauste qui ont un compte TikTok, leurs petits-enfants? Oui. J'étais là-bas avec un super groupe de TikTok l'année dernière à Auschwitz. Ils venaient du monde entier et ils ont parlé sur TikTok. Et j'ai dit, oui, sur cette plateforme, tu sais, il faut que tu la rejoignes. Et tant que nous les diffusons, et ils marchaient à Auschwitz avec des photos et tout ça, ils étaient fascinés, fascinés, parce que c'est un miracle. Ma dernière question avant de conclure aujourd'hui. Nous avons vu des choses assez radicales émerger à ce sujet. Nous parlons des réseaux sociaux. Par exemple, une commentatrice politique très populaire, elle s'appelle Candace Owens, a dit il n'y a pas longtemps que cela n'avait tout simplement aucun sens pour elle. Que Mengele, cela ne semblait ni efficace ni efficient, vous savez. Elle commence à se demander si cela s'est vraiment produit. Quel est votre message pour des personnes comme cela, qui ont des millions d'abonnés, une plateforme où des millions de gens entendent ce que cette personne dit et qui ont maintenant l'audace de nier réellement ces atrocités? Vous savez, je pense que maintenant que nous parlons d'elle, nous lui accordons plus d'importance qu'elle ne le mérite. Si quelqu'un peut dire cela, je l'invite à venir s'asseoir un peu avec ma maman. Et si tu veux devenir encore plus populaire que tu ne l'es déjà, je pense que tu devrais changer de sujet parce que ce n'est pas le bon moyen de devenir plus célèbre à cause de ça. Parce que si quelqu'un peut dire que ce n'est pas le cas, je peux l'encourager à partir peut-être l'année prochaine pour l'accompagner parce que j'ai des sentiments pour elle. Je n'arrive même pas à lui parler. J'ai de la compassion pour elle si elle peut dire ça. Je pense que c'est l'occasion parfaite de regarder la caméra et d'inviter Candace Owens à venir ici en Israël S'il vous plaît. pour rencontrer Olga, pour entendre son histoire. Oh, nous pouvons aussi nous voir à Auschwitz. Pas de problème. Je prendrai l'avion. Mets-le sur moi. Merci d'être ici aujourd'hui et de partager votre histoire. Merci beaucoup car ce sujet est tellement important pour nous deux. Et je pense que c'est important pour tous les Juifs dans le monde, pour les femmes et pour la vie. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Merci. Je t'aime. Je t'aime aussi. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints. Abonnez-vous à JNS et activez la cloche pour ne rien manquer. Appuyez sur j'aime et laissez vos commentaires ci-dessous pour la belle Leia qui est ici avec nous aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois.